Bonjour et bienvenue. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'hôtel Phoenix. C'est à l'occasion donc du 14e congrès de l'AMOPREC. L'AMOPREC qui est l'association des médecins d'Oran pour la prévention cardiovasculaire. Association dans laquelle donc, je fais partie. J'ai l'honneur de faire partie donc, de cette association depuis à peu près une année. Et donc c'est mon premier congrès en tant qu'organisateur de cet événement qui a lieu donc à peu près chaque année au niveau de l'hôtel Phoenix. Et nous allons faire un petit, peut-être un petit vlog pour voir comment que ça se passe. C'est parti. Riche et diversifié, en faisant appel à des orateurs de référence que nous remercions vivement. Je suis persuadé que le dialogue scientifique sera donc riche, que notre engagement avec le soutien de nos amis, l'appui des différents laboratoires pharmaceutiques qui nous manquent, contribuera à la réussite de ce 14e congrès. En vous remerciant pour votre présence et votre attention, je vous souhaite un excellent congrès et on commence la séance. Et là, vous voyez avec les patrons. Merci beaucoup. Patron de néphrologie, patron d'endocrinologie. Et mon patron. Merci. Ah, c'est ton patron, oui. Bien sûr. Et les futurs patrons de cette façon de faire. Inch'Allah, Donc, Inch'Allah. on va avoir le mien, plaisir d'assister à leur communication aujourd'hui et demain. Très bien. Merci. L'hémoglobine glycée de 7%, c'est un peu tous les diabétiques, grosso modo. Après, elle est individualisée pour chaque patient. La tension artérielle est dite tueur silencieux. C'est un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. On n'a pas le droit de ne pas initier un traitement quand le diagnostic est confirmé. Et on n'a plus le droit de faire de l'inertie thérapeutique. Actuellement, les guidelines sont bien clairs. Qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape? Si on échoue, quelle est l'étape suivante? Le diagnostic est simple, par la mesure de cabinet, l'automesuré à la main. La prise en charge fait appel, bien sûr, au régime diététique, auquel on associera un médicament selon votre courage, en monothérapie, bithérapie ou trithérapie. Le tout, c'est d'initier un traitement et d'éviter l'inertie thérapeutique. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Boukhadro pour la prochaine communication qui est la sévérité et complications des lésions coronaires chez les patients diabétiques en Algérie. À vous la parole, docteur. En fait, les lésions des diabétiques, il y a des infiltrations macrophagiques très importantes. Ça reflète l'inflammation. L'inflammation est un élément très important dans les docteurs. Lorsqu'il y a une inflammation, il y a une libération de protéases qui va détruire la chape fibreuse de la plaque et qui deviendra après vulnérable à la réducteur de plaque qui est responsable de la thrombose. En fait, on a tous de l'athérome, on vit avec de l'athérome, mais on meurt de thrombose. En fait, tous les événements, pratiquement, surviennent après l'exhaustion de la plaque latérale. S'il n'a aucun facteur de risque, on le juge à risque modéré. S'il a deux facteurs de risque en sus du diabète, on le juge à risque élevé. Dans les autres situations, c'est-à-dire s'il a en plus du diabète au moins 3 autres facteurs de risque, en l'occurrence si on est en prévention secondaire,
on juge le patient à très haut risque, c'est assez simple. Les facteurs de risque qui sont pris en compte, généralement, c'est l'âge de plus de 40 ans, le tabagisme, l'hypertension, les antécédents familiaux d'athérosclérose de premier degré, le HDL cholestérol bas, et aussi, on revient à l'ancienneté du diabète, les diabétiques de plus de 10 ans, l'atteinte d'organes cibles et, bien entendu, la présence de maladies cardiovasculaires classe d'emblée le patient à très haut risque. Alors, cette blogueuse américaine très connue sur Instagram, elle s'est dit pourquoi je ne vais pas mentionner toutes les moqueries ou toutes les insultes que je reçois quotidiennement au cours de mes journées. Bon, elle a mentionné sur son visage les insultes qu'elle reçoit quotidiennement des gens dehors ou au travail. De prise en charge de l'obésité. Alors, toujours, je retiendrai les critères de la Haute Autorité de Santé française. Les patients avec un IMC supérieur ou égal à 40 ou avec un IMC supérieur ou égal à 35, mais avec des comorbidités qui sont quand même importantes, cardiovasculaires, hypertension artérielle, la syndrome d'apnée du sommeil, d'autres troubles respiratoires sévères, ça a été cité par mon collègue, des ordres métaboliques sévères, en particulier diabète de type 2, les maladies ostéo-articulaires invalidantes, la stéatohépatite non alcoolique. Donc tout ça peuvent indiquer une chirurgie bariatrique lorsque le BMI dépasse les 35 kg par mètre carré. Ou si, après échec, bien conduit de 6 à 12 mois, la chirurgie bariatrique peut aussi être indiquée. Alors les contre-indications sont aussi connues, troubles cognitifs ou mentaux sévères, les troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire, l'incapacité prévisible du patient à participer à un suivi médical prolongé, la dépendance à l'alcool ou les substances psychoactives, l'absence de prise en charge médicale préalablement identifiée et les maladies pouvant mettre le pronostic vital en jeu ou des contre-indications à l'anesthésie générale, toutes ces contre-indications à la chirurgie bariatrique. Avant de faire toute chirurgie bariatrique, bien sûr, peut se faire un bilan nutritionnel, un bilan gastro, un bilan métabolique complet, un bilan pneumo et un bilan cardiologique aussi. Pour les différentes techniques, vous avez l'anneau gastrique ajustable et vous voyez très bien qu'il y a toujours certaines complications pour l'anneau gastrique, des perforations surtout opératoires, des migrations ou des glissements de l'anneau gastrique aussi. Vous avez la sleeve gastrectomie qui est pratiquement maintenant très utilisée à notre niveau, surtout en Algérie, vu la simplicité de l'intervention. Comme effet secondaire, hémorragie sur les sutures, fistule gastrique, les carences vitaminiques et nutritionnelles et le reflux gastro-œsophagien. Je parlerai aussi des interventions plus lourdes, les bypass en Y ou les bypass en oméga. Pratiquement, les effets secondaires ou les complications sont pratiquement les mêmes. Fistule anastomotique, les hémorragies, les carences vitaminiques et nutritionnelles et le classique d'Influence syndrome. Vous avez des nouvelles techniques qui sont actuellement utilisées, la gastrectomie longitudinale avec bipartition du transit qui vient d'être utilisée par une équipe brésilienne de Santoro et qui permet pratiquement de limiter un peu les effets secondaires des autres chirurgies. Et on citera à titre indicatif la chirurgie du mini bypass. Ça demande une grande technicité et je pense qu'actuellement on n'est pas encore confronté à ce genre de chirurgie et le suivi post-chirurgie. L'anneau gastrique, ça doit être ça parce que c'est pas endoscopique. Oui, mais on a remarqué que l'anneau gastrique, il a été un peu dépassé par la gastrectomie. Oui. Donc, on a l'impression que les patients vont rapidement à la gastrectomie. Ils mettent le poids par rapport à l'anneau gastrique et avec moins d'effets secondaires. Vous avez de bons résultats? Oui, bien sûr. Merci.
maladie rénale chronique liée au diabète, parce que le diabétique a le droit de faire une néphropathie qui n'est non diabétique. Néphropathie non diabétique. Voilà. Donc pour définir la maladie rénale diabétique, il faut qu'il y ait une albuminurie mesurée par le rapport ACR, c'est-à-dire le ratio albumine sur créatininurie, ou protéine qui doit dépasser 30 mg par milligramme, et ou, c'est-à-dire ou la présence d'une estimation du DFG, c'est-à-dire débit de filtration glomérulaire, qui est inférieur à 60 ml par minute. La patient la dialysée, c'est diabétique. Et moi, j'aimerais bien interpeller les gens de la nation de sciences. Voilà. C'est un fléau, parce que on a 26 000 sur 400 centres de dialyse. C'est-à-dire si on lutte et on s'acharne avec un traitement intensif du diabète et arrêter l'évolution vers les stades terminaux de l'ALA, on aurait économisé 50% de ces centres de dialyse. C'est-à-dire il y a 500, on peut avoir que 250. Et on va économiser en sachant qu'une séance de dialyse coûte plus de 20 000 dinars par séance. Et les patients dialysés subissent au moins 3 séances par semaine. Donc, allez-y vers le chiffre. Donc, c'est coûteux. Si on ne débourse pas cet argent dans la prévention, on va le débourser dans le traitement des complications. La greffe aussi, si on prend la courbe d'évolution, pratiquement une greffe par semaine. C'est-à-dire, c'est une activité qui est soutenue depuis au moins 3 ans. Au moins 3 ans, c'est un chiffre qui est soutenu. Mais malgré ça, ça ne répond pas aux besoins. Ça ne répond pas aux besoins. Voilà les greffés et voilà les besoins. Ça, c'est les hémodialysés et les patients en dialyse péritonéale. Donc, on ne va jamais dépasser les besoins. Ça, c'est pour dire que ça, c'est pour les patients non diabétiques. Patients diabétiques ou cardiopathes, au néphrologue, de façon précoce, pour donner l'occasion au néphrologue de faire quelque chose. Et c'est pas accompagner les malades en dialyse. D'accord? Merci beaucoup, comme ça. Alors ça, c'est un générateur d'hémodialyse. Il y a 1 million de personnes dans le monde qui sont branchées à ce générateur. 30 000 personnes en Algérie, dont la vie dépend complètement de ce générateur d'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est quoi? Une année d'hémodialyse, c'est 600 heures de connexion à une machine, c'est 300 fonctions, et c'est 61 000 $ que doit payer l'assurance maladie. Il faut savoir aussi que l'hémodialysé ne meurt pas du rein, il ne meurt pas de complications rénales, parce que les complications rénales sont prises en charge par l'hémodialyse, il meurt de complications cardiovasculaires. Et vous voyez ici, lorsque la clairance est inférieure à 15, c'est-à-dire un stade de dialyse, le risque de faire un événement cardiovasculaire est multiplié par 36 par rapport à quelqu'un qui a une fonction rénale. On a 36 fois plus de risque de faire un AVC, un IDM, une urgence cardiaque quand on est dialysé par rapport à quelqu'un de normal. Pour éviter tout ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est la néphroprotection. Et je vais vous en parler. La néphroprotection, c'est quoi? C'est de transformer la courbe grise en courbe orange. La courbe grise, c'est l'évolution des insuffisance rénale entre le stade 1 et le stade 5, sans intervention des médecins. Et la courbe orange, c'est avec l'intervention des médecins. Et vous voyez, quand on intervient, quand on fait de la néphroprotection, on ralentit la survie du patient sans hémodialyse. Avant de commencer la néphroprotection, on doit savoir qu'est-ce que c'est que l'insuffisance rénale chronique. Donc, le patient, il vient, généralement, il a une créatinine élevée, ou bien il a une protéinurie, ou bien une microalgue. Vous devez d'abord vous assurer qu'il a une insuffisance rénale chronique. Donc, il a une IRC. Maintenant, on doit classer l'IRC. Il existe 5 stades pour calculer la clairance par méthode CKD que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Et si la clairance est supérieure à 90, il est au stade G. Entre 60 et 90, stade G2, entre 45 et 60, G3A, 30 45, G3B, entre 15 et 30, G4, et inférieur à 15, G5. Inférieur à 15, c'est le stade de dialyse. Donc ça, c'est les stades qui dépendent directement de la créatinine, c'est très facile à calculer. Dans la nouvelle classification, celle qu'on utilise actuellement depuis 7 ou 8 ans, ce qui a été intégré, c'est la protéinurie. Lorsqu'on a une protéinurie, ça va aggraver le risque de dégrader sa fonction rénale. Quelqu'un qui a
à protéinurie supérieure entre 150 et 500 mg, le risque va doubler, quel que soit le stade, de faire une insuffisance rénale chronique terminale. Et lorsque la protéinurie est supérieure à 500, le risque va être multiplié par 10 de passer au stade terminal. Donc, si on veut traiter l'insuffisance rénale chronique, il faut d'abord lutter contre la protéinurie. Et deuxièmement, il faut traiter la cause. Et pourquoi on fait de l'IRC? On fait de l'IRC pour deux choses essentiellement. À cause du diabète et à cause de l'HDL. Donc voilà, si on veut que nos patients n'arrivent pas au stade de dialyse, on doit lutter contre la protéinurie, on doit bien équilibrer le diabète et surtout on doit traiter l'HDL. Et moi je vais vous parler de l'HDL durant les prochaines minutes. Alors, il y a 1,28 milliard de personnes qui sont hypertendues dans le monde, ça vous le savez tous, mais c'est pas ça le chiffre le plus affolant. Le chiffre le plus affolant, c'est que parmi ces 1,28 milliard, il y a 700 millions de personnes qui sont hypertendues qui ne le savent pas. Et ce sont ces personnes-là qui vont venir grossir les statistiques des centres de dialyse dans quelques années. Il faut aussi savoir que dans le risque cardiovasculaire, à chaque fois qu'il y a une insuffisance rénale chronique, quels que soient les chiffres tensionnels, le patient est en rouge, il est dans le haut risque, même si ces tensions sont équilibrées. Maintenant, on doit commencer à agir. Donc, le plus important, ça va être l'équilibre glycémique, traiter la protéinurie et traiter l'HDL. Puis l'étude SPRINT, que vous connaissez tous, les cibles ont changé. Maintenant, les cibles Cadigo, c'est la société qui va faire les recommandations pour les néphrologues. C'est systolique inférieur à 12, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire s'il n'y a pas de pour obtenir des systoliques à 12, on doit donner des diurétiques, on doit donner des IEC, des ARA2, ce qui va entraîner des hypercalémies, des hyponatrémies. Donc ils disent systolique inférieur à 12 si c'est tolérable par le patient. Ça c'est très important. Recommandations canadiennes 2020-2022 nous disent pour les patients à risque rénal systolique inférieur à 12. Les recommandations européennes nous disent pour les IRC systoliques entre 13 et 14 et diastoliques entre 7 et 8. Ça n'a pas changé. Depuis 10 ans, ça n'a pas changé. Et l'OMS nous dit pour les patients à risque rénal, la systolique doit être inférieure à 13. Donc vous pouvez vous inspirer de la recommandation qui vous plaît. Les recommandations tunisiennes, c'est plus proche de chez nous disent systolique entre 12 et 13 au cabinet et entre 13 et 14 en ambulatoire. Voilà, donc les gens qui me poussent, les gars du bureau, les gens qui sont militants avec nous, sinon on ferme la boutique. Allez, bonne soirée.